the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors on continue inlassablement d'explorer, de revisiter la filmographie de Hong Sang-soo. Aujourd'hui, on va parler de son 22e film, si nous ne comptons pas les deux courts-métrages qu'il a fait, c'est-à-dire le segment dans Lost in the Mountains et List. Donc c'est son 22e film, c'est Grace. Et Grace ou Grâce. Et pour en parler, je suis très content. Romain Lefebvre, qui est un des, entre autres, critiques de cinéma, programmateur, historien, qui est aussi l'un des cofondateurs de la revue Débordement, une revue importante. Et c'est lui qui a choisi, qui est venu à moi. Donc déjà, ça, vraiment, je lui en remercie. Et il y avait comme ça 2-3 films qui se baladaient. Et puis c'est Grâce qui est arrivé en tête. Donc déjà, avant de parler du film, merci beaucoup Romain d'être là. Comment allez-vous? De rien, et ça va bien, merci. J'espère que vous aussi. Bah oui, bien sûr. Et alors, question très simple, très basique, tout simplement, pourquoi ce film? Effectivement, quand j'avais plusieurs films potentiels pour cette discussion, et comme j'avais dit, alors c'est un film qui m'a vraiment touché immédiatement quand je l'ai vu, et à chaque fois que je le revois, qui m'émeut particulièrement. Et je pense qu'on pourra répondre à la question pourquoi peut-être à la fin de l'émission. C'est vrai que pour moi, Hong Sang-soo, voilà, c'est vraiment un de mes cinéastes fétiches, et il y a plein de films qui peuvent me toucher, mais celui-là, il y a une sorte d'épure dans l'émotion, je sais pas, qui à chaque fois me cueille sans que je sache vraiment pourquoi sur certaines séquences. Voilà, notamment quand il y a un couple de deux amis, de jeunes amis qui parlent, puis il y a le canon de Pachelbel juste en fond sonore derrière, et cette séquence-là, je sais pas, à chaque fois je la regarde sans que je sache pourquoi me touche. Donc c'est quelque chose d'un peu intuitif, qui me touche particulièrement, même si c'est pas un des films sur lesquels je peux le plus avoir travaillé, justement. On parlera de la structure narrative, etc. Mais voilà, il y a quelque chose d'intuitif dans mon choix sur l'émotion autour du film, quoi. Moi, j'aimerais vraiment savoir quand est-ce que vous avez avec quel film vous avez découvert Hong Sang-soo? Alors, si je refais l'historique, j'avais vu dans les années 2000 quelques films, La femme et l'avenir de l'homme, Les femmes de mes amis, qui m'avaient plu, mais sans que je m'y attarde vraiment, sans plus, voilà, ça m'intéresse plus que ça. Et c'est vraiment au début des années 2010, c'est devant The Day Your Eyes, où là j'ai eu une espèce de déclic avec des séquences, je trouvais assez folles. Enfin, il y a une séquence où le personnage masculin, qui revient à Séoul pour quelques jours, retrouve son ex-petite amie, et voilà, il lui déclare qu'il a l'air très, très, très touché de la retrouver. Il lui déclare que finalement il l'aime encore, et il se rapproche, et il y a un cut, et la séquence d'après, il lui dit voilà, c'est mieux qu'on ne se revoie jamais, et il lui dit ne m'envoie pas de SMS, etc. Il y a quelque chose de très, il lui donne son numéro, mais il lui dit de pas le contacter. Et il y a quelque chose dans ce moment-là qui m'a semblé vraiment, vraiment fou. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, donc il y a quelque chose autour du temps, des relations entre les personnages qui se trament là chez lui, et que j'avais peut-être pas assez perçu précédemment, qui me semblait plus des films vraiment sur les relations sentimentales, un petit peu, qui pouvaient aller du côté, voilà, de la psychologie humaine. Et là, dans cette coupe, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose qui dépasse un petit peu ce simple niveau un peu psychologique, réaliste. Et après, voilà, Ewan et les hommes est venu derrière, et c'est pareil, il y a eu j'ai complètement accroché à partir de ce moment-là, et en nouant quelques petits fils à travers les films, quoi. Alors, j'allais vous poser une question, mais juste avant, je vais quand même prendre le synopsis de base qu'on peut trouver sur Allociné ou Wikipédia. Et puis, bien évidemment, on va le déconstruire, ce synopsis. Alors, ça dit: à Séoul, une jeune femme observe et écoute les clients d'un café, s'inspirant de leur conversation pour son écriture. Bien évidemment, c'est pas forcément ça, c'est beaucoup plus. Et ça, on va en parler aussi après. Mais juste une autre petite question par rapport à Hong Sang-soo, vu que vous avez vu quelques-uns de ses premiers films. Ne pensez-vous pas qu'il y a aussi je vais pas dire un changement, mais peut-être une transformation dans le rapport qu'entretiennent les personnages dans Hong Sang-soo avec le mouvement, avec la marche ou la démarche? C'est-à-dire que
au début, j'ai l'impression de sa filmographie, ça marchait beaucoup. En tout cas, ça allait d'une ville à une autre ou d'un endroit à un autre. Et j'ai l'impression que parmi les derniers films, dont celui-ci en l'occurrence, il y a moins de déplacements physiques. J'entends bien physique, hein. Et très souvent, l'action se situe dans un seul endroit. Alors parfois, ça peut se dérouler dans un seul endroit à différentes périodes de l'année. C'est possible aussi, mais j'ai l'impression que les choses sont plus resserrées. Alors, est-ce que c'est une démarche filmique ou est-ce que c'est une démarche économique, selon vous? Euh, Alors, je pense que c'est peut-être plus filmique. Enfin, je pense que ça coûtait pas forcément beaucoup plus cher dans les films précédents de les faire se déplacer, surtout si c'est au sein d'une même ville. Alors, il y a quand même, hein, si on pense à la femme qui est partie ou qui s'est enfuie, à chaque fois je confonds un peu, il y a le personnage qui va comme ça de lieu en lieu, mais c'est vrai qu'il y a une tendance peut-être au statisme qui s'est un peu affirmé, que ce soit dans De nos jours, là dernièrement, ou alors Walk Up, puisque c'est une tour où là on se déplace quand même, mais juste d'un étage à un étage dans le Oui. même lieu. Donc c'est vrai que c'est un petit jeu un peu structurel et effectivement il y a cette tendance-là. Alors mais justement ça va être intéressant et peut-être par rapport à Grâce, parce que moi quand j'avais vu le film, ce qui m'avait marqué, c'est justement, je m'étais dit c'est vraiment un des films les plus statiques de Hong Sang-soo, quoi, où alors on reste pas exactement dans le café puisqu'il y a une petite entorse, on va sortir au milieu du film Ah, on en parlera. ouais, Oui. d'un lieu unique, mais quand même je m'étais dit, on a beaucoup dit qu'Hong Sang-soo c'était des discussions, des gens autour des tables. Et là, il poussait ça vraiment à un point assez extrême dans Grâce. Et en même temps, pour moi, ça ne contredit pas forcément ce qui se jouait auparavant, mais ça rendait presque plus visible quelque chose qui est plus profond, je pense, chez Hong Sang-soo, sur la question une mobilité qui n'est pas seulement justement physique, mais aussi une mobilité, voilà, des émotions qui se joue aussi à l'intérieur des personnages, dans les échanges, à l'intérieur d'une séquence qui peut, voilà, être un plan séquence de 10 minutes. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être concentré. Et c'est vrai que moi, ça allait avec ce sentiment peut-être. On parle aussi d'un Sang-soo qui va de plus en plus vers l'épure. Donc ça irait avec ce que vous dites, quoi. On n'a plus besoin de faire des mouvements physiques, mais on va réussir à concentrer les enjeux dans un plan, quoi, qui peut être tout à fait fixe, statique. Et à partir de là, on va pouvoir bouger, mais on ne pourrait pas. Ça me fait penser, je fais des sauts, mais à la question du zoom, puisqu'il a fait des films récemment aussi où il n'y a pas de zoom. Alors, je sais plus je crois que c'est Walk Up ou De nos jours, je sais plus. Il y a un des deux films où il n'y a plus de zoom du tout. Donc, il y a des espèces effectivement, quoi, de mesures qui se recalibrent un peu au fil de sa filmographie. Mais mais ce qui n'empêche que, ouais, dans cette épure-là, il y a quelque chose qui reste pour moi fondamentalement lié à un mouvement quand même, qui n'est pas forcément, voilà, physique, mais qui se joue autrement. Et ouais, Grâce, je pense, est un très bon film pour discuter de ça. Quel serait le point commun de tous ces couples de personnages? Alors parfois ils sont un peu plus, hein, plus on avance dans le film, parfois ils sont 3, comme à un moment quand quand on sort de ce café, il y a le frère donc de cette jeune femme qui écrit un scénario ou plusieurs scénarios, peu importe, et puis la femme de ce frère. Bref, qu'est-ce qui réunit tous ces personnages, à part le fait qu'ils sont regardés tous et leurs propos retranscrits par cette jeune femme qui est jouée qui est incarnée par Kim Min-hee, qui est une personne très importante dans le cinéma et dans la vie de Hong Sang-soo. Donc, ce serait quoi ce point commun qu'ils partagent tous? Alors, je pense que le point commun, il serait forcément très, très général et abstrait. C'est d'être des êtres humains. C'est d'avoir Alors, il parle il y a des thématiques pour moi qui parcourent un peu les discussions. C'est vrai qu'en termes alors, si on veut être très, très prosaïque, en termes d'âge, il y a des différences, parce qu'il y a des jeunes étudiants, et puis on va jusqu'à un vieil acteur, donc je sais pas, entre des gens qui sont dans la vingtaine jusqu'à, voilà, la frontière de la soixantaine, peut-être, pour le plus âgé des acteurs. Puis voilà, il y a tout un spectre comme ça d'âge qui est parcouru. Il y a des catégories socio-professionnelles qui peuvent se rassembler, puisqu'on a, voilà, écrivaines, beaucoup d'acteurs parmi les gens qui interviennent, donc ça, c'est peut-être pas... Après, voilà, Hong Sang-soo a toujours dit qu'il parlait aussi de milieux dont il provenait, qu'il connaissait. Donc voilà, bien sûr, c'est lié à ça, mais on peut trouver peut-être des choses plus profondes sur cette catégorisation-là. Mais après, je pense que fondamentalement, le lien, c'est effectivement, c'est très bête, mais c'est un peu dit par le commentaire de Kim Min-hee, quoi. C'est des êtres humains qui éprouvent des émotions en se réunissant. Et puis, il y a des thèmes qui parcourent un peu les discussions.
dès le départ, il est question d'un suicide. Donc, c'est 2 jeunes étudiants qui sont réunis et qui parlent d'un suicide de leurs amis. Une thématique qu'on va un peu retrouver dans une discussion au milieu du film. Donc, on est sorti là du café par lequel s'ouvre et se ferme le film. Donc, il y a la question de la mort qui est assez présente et qui est là dès le départ dans la filmographie d'Aung San Suu, mais qui insiste peut-être plus là, dans la dernière partie. Et puis, il y a plus largement cette question du souci des relations à l'autre, quoi, les espèces de recherche de proximité, c'est-à-dire qu'il y a un personnage de vieil acteur qui est un petit peu démuni, qui n'a plus de travail, qui va demander à une amie s'il peut aller habiter avec elle. Il y a un écrivain qui va demander au personnage de Kim Min-hee qui a envie d'écrire un scénario et s'il peut la suivre comme ça pendant quelques journées pour s'inspirer pour son scénario. Et à chaque fois, il y a une sorte de désir, de rapprochement, de contact, et puis une sorte de distance, d'impossibilité qui apparaît au fil des discussions. Et donc je pense que c'est plus que quelque chose du caractère de chaque personnage qui les rapproche, c'est plutôt cette espèce de thématique, quoi, qui en sourdine infuse un peu les discussions et qui pour moi voilà, sont très hongiennes. Et voilà, c'est plus ça. Après, je pense pas qu'il y ait besoin ils n'ont pas besoin de se connaître, de se côtoyer avant, même si c'est vrai que c'est des choses curieuses, puisque les personnages c'est aussi ce qui se passe dans le film, c'est des combinaisons, quoi, de personnages qui vont être déployés, et les personnes qui se croisent vont après se réunir autour d'une table. Et je vois vraiment, il y a un petit truc plus un peu abstrait, un peu formel, quoi, dans la composition, plus que quelque chose qui les rapprocherait en termes, voilà, de caractère, de psychologie. Je ne sais pas si je réponds très bien. Non, vous répondez très bien, mais ce qui est très beau, c'est que le personnage de, je sais pas, je dis ça, je sais pas si vous trouvez ça très beau aussi, mais le personnage de Kim Min-hee, donc qui retranscrit finalement tout ce qu'elle entend et tout ce qu'elle voit, elle voit donc quelque chose de l'ordre du réel et elle retranscrit pour que ça se transforme en fiction dans un endroit où on a l'impression que le temps est suspendu. Je ne sais pas comment il construit ça, Aung San Suu. Ce café, ce temps suspendu, enfin, je sens que le temps est vraiment suspendu. Le refus du chant contre chant, et en même temps, il y a toujours un contre chant qui est la musique classique, parce que c'est un endroit où le propriétaire raffole de la musique classique, et ça donne un rythme aussi pour chaque conversation. Et puis cette idée, cette espèce d'alternative entre la fiction et le réel. Finalement, ça n'est pas aussi simple que ça, le dispositif dans ce film d'Aung San Suu. Alors, je sais pas à quel point pour ce film-là, justement, moi, quand j'ai vu le film, il me semblait que c'était un film assez linéaire. Enfin, quand vous dites que Kim Min-hee, finalement, elle retranscrit, elle transforme ça en fiction, je suis pas sûr de voir dans le film concrètement où se trouve là le lieu de la fiction. C'est vrai qu'Aung San Suu a beaucoup joué sur des structures narratives où on alterne comme ça entre le réel et l'imaginaire. On n'arrive plus très bien à distinguer l'un et l'autre. Là, ici, il y a d'un côté, en fait, le film a quand même une espèce de. La structure est un peu moins démonstrative que dans d'autres films, mais il y a une espèce de protocole formel assez carré, assez structuré qui va se déployer. C'est-à-dire qu'on a souvent une longue conversation entre des personnages autour d'une table. Donc voilà, les 2 étudiants au début. Puis, on va après passer sur Kim Min-hee, je pense, pendant que leur conversation se prolonge un petit peu en off. Puis il y a la voix off de Kim Min-hee qui prend le relais et qui réfléchit, qui va déployer une petite réflexion, quoi, à partir de la discussion à laquelle on vient d'assister. Donc voilà, ils essayent de trouver du sens à la mort de leurs amis. Cet acteur, les gens qui vont le voir à la télé, ils ne vont pas voir l'ombre qu'il y a sur son visage. Est-ce qu'on peut vivre après avoir provoqué la mort de quelqu'un ? Et pendant que sa voix off parle, on revoit les personnages qu'on avait auparavant, qui là sont silencieux. Donc c'est la voix de Kim Min-hee qui se projette comme ça sur ces personnages-là. Et après, voilà, on revient à Kim Min-hee et une nouvelle conversation s'enclenche. Donc, quand vous parlez de fiction, vous parlez de ce moment où la voix de Kim Min-hee est sur les personnages, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... on est dans un même espace, et puis il y a l'histoire des personnages qu'on a vu se déployer qui va être effectivement un peu un support de réflexion pour le personnage de Kim Min-hee, qui réfléchit à chaque fois sur le personnage qui essaie de trouver du sens à ce qu'ils ont vécu, et qui a un point quand même de la mort, quelque chose qui est un point de réel total, elle va parler des émotions aussi après des différents personnages, du vieil acteur qui n'a pas trouvé l'amour. Donc
c'est vraiment plus de l'ordre des réflexions et de la pensée du personnage de Kimini, mais je ne suis pas sûr en voyant le film que, contrairement à d'autres films de Hong Sang-soo, qu'il y a un vrai basculement dans la fiction, dans l'imaginaire du personnage. C'est plus cette espèce de collage, quoi, il y a les corps des personnages, quoi, qu'on voit, et il y a la pensée de Kimini qui vient dessus. Mais En fait, non, mais vous avez raison. Non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Et j'en suis désolé, c'était par rapport au fait que ce qu'elle va retranscrire, ce qu'elle va écrire, sera de l'ordre de la fiction. C'est pas forcément ce que l'on voit. Et ça m'avait comment dire, ça m'avait heurté lorsque, à un moment, elle sort de ce café pour rejoindre son frère, je crois, et donc la femme ou la copine de son frère, peu importe. Et j'avais cette sensation que ce qui l'entourait, donc ce travail dans la fiction, n'était plus là. Elle était pleinement dans le réel. Elle rejoignait le réel. C'est pour ça que je parlais de fiction. Ouais, c'est vrai que le personnage de Kimini, c'est un enjeu. Elle commente la vie des autres et elle élabore justement une espèce de pensée, quoi, à partir de ce qui est la vie. Et je pense que tout un des enjeux du film, et je pense que c'est ce qui m'a touché aussi dès le départ, quoi, c'est une posture un peu généreuse de Hong Sang-soo, c'est-à-dire qu'on va pas avoir du tout, et même c'est des réflexions, mais jamais vraiment des jugements aussi qu'elle a sur les autres personnages. Mais tout l'enjeu, c'est pour ce personnage d'Arum, dont on pourra reparler du caractère, de ce qu'elle dit à son frère, justement, comment est-ce qu'elle va réussir à ne pas juste se contenter d'être dans une position un peu extérieure d'observation de la vie, justement, mais peut-être arriver à elle-même rejoindre un peu le mouvement des émotions, des échanges des autres personnages. Et c'est vrai qu'il y a bien dans le montage, là, pour le coup, une coupure entre elle et les autres qui, voilà, comme je disais, elle est un petit peu à distance, et ça lui permet comme ça de partir dans sa réflexion. Après, c'est vrai qu'elle ne dit pas vraiment qu'elle écrit un scénario, elle dit qu'elle écrit un journal qui est un peu personnel, qui n'est pas fait pour être montré. Donc c'est quelque chose elle est un peu sur elle, quoi, enfermée dans ses pensées. J'ai l'impression que lorsque je vois quelqu'un écrire dans un film de Hong Sang-soo, il est en train d'écrire un scénario potentiel. Vu que c'est toujours Ewan aussi écrivait un journal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup In Another Country, des scénaristes. C'est ça, il y a toujours ce rapport très très fort au cinéma, et il est là, il est assez intégré. Alors, ce que j'avais omis de dire dès le début de l'émission, c'est que vous avez participé à un ouvrage collectif important, Les Variations Hong Sang-soo, ouvrage qui a été édité chez De l'Incidence Éditeur. Il y a 2 volumes. Le second volume, c'est un ouvrage qui, pour le coup, contient des dialogues avec les collaboratrices du cinéaste. Le premier volume est dirigé par Simon Danielou et Anthony Fiante. Et vous avez écrit un texte qui s'appelle Logique de l'identité. Donc là, je crois qu'on va commencer à parler des personnages dans le film Grâce. Mais je voudrais juste reprendre un extrait qui ouvre le texte d'ailleurs, Et vous écrivez: un tropisme narratif traverse l'œuvre de Hong Sang-soo. Un personnage à sa propre initiative ou à la suite d'une demande entreprend d'en décrire un autre. Ce personnage d'ailleurs est plus souvent un parfait inconnu qu'une vieille connaissance qui aurait pu mettre au point sa description à l'aide de longues et minutieuses observations. Par exemple, celui qui définit Aiwon comme une femme qui se bagarre pour savoir qui elle est et cherche à se connaître vraiment est un professeur venu de San Diego, tout juste rencontré devant une librairie. L'ironie de la situation est sensible, du moins pour quiconque se dit que la voie de la connaissance de soi passe difficilement par la bouche d'un inconnu. Cependant, la tendance des personnages de Hong Sang-soo à considérer toutes ces descriptions comme des définitions possibles d'eux-mêmes est sans doute un symptôme lié à leur instabilité caractéristique. Leur conduite, aussi bien sur le plan personnel que relationnel, se donne en effet sous l'aspect de trajectoires brisées, suivant des mouvements contradictoires ou se hissant sans prévenir sur des sommets excessifs. Je reviens sur l'instabilité caractéristique. J'ai beaucoup pensé à ça quand j'ai revu le film après avoir lu votre texte, cette instabilité caractéristique. Et dans ce film, en l'occurrence, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a ce personnage de Kim Min-hee? En tout cas, j'avais cette sensation de voir progressivement se construire cette instabilité caractéristique dans tous les personnages. Alors, ce que moi je vois dans le film, alors c'est vrai que c'est un peu un film aussi particulier parce que contrairement justement à d'autres films Sang-soo, alors vous parliez on avait des déplacements géographiques et souvent d'un même personnage qui passait d'un espace à l'autre. Et c'est vrai qu'ici, le film a la particularité aussi
d'introduire des personnages et on n'a qu'un fragment de leur histoire, puisqu'on va juste avoir une conversation qui se noue autour d'une table, et voilà, que ce soit les deux étudiants ou le vieil acteur et son ami, voilà, on n'a pas l'avant et l'après, il y a vraiment toute leur histoire ne nous parvient que le long d'un plan séquence, quoi, où ils discutent, et voilà, on va les retrouver après 2 fois dans le récit. Mais forcément, ça fragmente déjà la possibilité pour le spectateur de construire l'histoire de ces personnages qu'on voit. On a vraiment qu'une bribe. Là, il parle de la mort de quelqu'un au début, on ne sait absolument pas, voilà, de quoi il s'agit. On comprend petit à petit au fur et à mesure de la conversation. Et ce qui se passe dans la conversation, et dans chaque conversation, c'est aussi qu'il va y avoir des espèces justement, des choses qui sont assez caractéristiques d'Aung San Suu, où tout d'un coup, on va passer d'une émotion à l'autre, ça commence un peu calmement, et tout d'un coup, l'étudiante va se montrer très en colère envers son ami et crier en l'accusant, voilà, d'être la cause de la mort de leur ami, et surtout de s'en ficher un peu, quoi, de ne pas être touché par lui, et on va passer du calme à la colère, puis à la tristesse. Ensuite, il va y avoir une espèce dans la continuité d'un plan, d'une conversation comme ça, une espèce de différents registres émotionnels, quoi, qui vont être parcourus. Et je pense que ça, c'est un premier élément de cette instabilité, à savoir que les conversations ne suivent pas tout à fait des cours logiques et prédictibles, mais sans prévenir, les choses peuvent dérailler et aller vers une forme d'excès. Et ensuite, à l'échelle du film, le film-là est particulier puisqu'on a, encore une fois, on les a au début et on les retrouve dans la... Donc le film est vraiment en 3 parties, en fait, en 3 fragments. On a une première partie dans le café, on a une première introduction de Kim Min-hee, Arum, mais aussi de 6 autres personnages. Puis après, on sort du café, elle va dans un restaurant avec son frère, et c'est la petite amie de son frère. Il y a une conversation de 2 inconnus, et après, on revient dans le café. Et on revoit les Arum et les 6 premiers personnages un peu combinés un peu différemment. Et voilà, l'évolution, elle se fait juste entre ce retour des personnages. Et Arum, dans ce film-ci, elle garde sa position un peu extérieure. Et voilà, il y a cette évolution à la fin où elle va se mêler à un groupe finalement. Et voilà, on pourra peut-être reparler de comment ça se produit. Mais ce que je vois comme instabilité, moi, c'est plutôt dans Grâce, je vois vraiment plutôt quelque chose qui se joue à l'intérieur, justement, des conversations, comme une espèce de bloc autonome, quoi. Si on prend les conversations, il y a une espèce de fil émotionnel qui va se déployer, et Aung San Suu, se permet de ne pas rester sur une espèce de mesure un peu égale, quoi, mais sans cesse de monter ou de descendre, ou de virer comme ça d'une émotion à l'autre. Et voilà, c'est une des choses qui m'intéresse dans le film, quoi. Comment est-ce que justement le caractère a priori un petit peu statique des configurations spatiales du film, quoi, une caméra fixe, alors ponctuée de zoom, mais c'est important, et aussi de panoramique pour filmer les conversations. Comment ce rythme cette pulsation de l'image rencontre la pulsation de la conversation, qui elle-même est doublée du rythme des musiques qui comme ça double les conversations, parce que c'est quand même là le grand parti, la singularité peut-être la plus grande de Grâce, c'est ce rôle de la musique dans le film, quoi. Comment est-ce que il y a presque toujours une coïncidence entre le début d'une conversation et le début d'une musique, et la fin de la conversation et la fin d'une musique, quoi. On est vraiment dans une espèce de parti pris formel là, assez sensible, qui voilà, pour moi, quand même traduit quelque chose qui doit intéresser Aung San Suu, cette espèce de collusion, quoi, entre la musique, ce que produit une musique en termes de temps, de mouvement émotionnel, justement, et ce que fait une conversation. Et Aung San Suu a toujours dit, moi, quand j'aborde Aung San Suu, je donne un cours sur lui, et je dis vraiment à mes étudiants, je me méfie avec Aung San Suu de toutes les interprétations trop symboliques d'objets qu'on verrait dans l'espace, de composition de plans. C'est vraiment, et même du zoom, là, Aung San Suu l'a déjà dit en entretien, son zoom n'a pas du tout une fonction symbolique de souligner un élément, d'intervenir à un moment qui appuierait sur un changement de registre dans la conversation, mais vraiment une question de rythme, quoi, d'émotion. La période veut ça aujourd'hui, vous savez, il faut toujours trouver un truc, ça veut dire un truc, ça veut dire quoi que ce soit, mais il y a un peu de ça. Donc ça voudrait dire qu'en fait,
chaque film de Hong Sang-soo, je dis ça comme si je le découvrais, chaque film de Hong Sang-soo, finalement, donne avant tout comment je pourrais dire ça? C'est comme une espèce de journal où pour chaque film, on en apprend plus sur une espèce d'état des lieux cinématographique dans Song Soo. À ce moment-là, quand il fait Grâce, voilà ce qu'il a envie d'expérimenter, voilà ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas forcément dans le symbolisme, juste j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'utiliser ça. Donc on a comme ça une idée de, à ce moment-là, qu'est-ce qui sensibilise en Song Soo d'un point de vue dans la construction du film. Bah, oui, je pense que c'est. Alors, je sais pas s'il le formule aussi inconsciemment, au sens où voilà, j'ai Oui, envie de faire ça, mais c'est vrai qu'après, il a toujours dit que ces projets de films, bon, c'était clair là avec Wake Up, puisque le titre coréen, Oui. ça veut dire tour, et donc voilà, c'est un lieu qui lui donne envie de raconter une histoire qui se déroule dans ce lieu. Il va utiliser la configuration de l'espace, voilà, pour y projeter ses personnages et à partir du lieu, à partir de cette envie, voilà, c'est de là que parle l'histoire, quoi. C'est pas quelque chose qui vient dans sa tête et qu'il aurait besoin après de trouver un lieu et d'adapter le réel à son idée. C'est plutôt voilà, à partir de quelque chose de réel que l'idée va venir, quoi. Et là, je pense que c'est pareil. Ça doit être l'idée d'un café et sans doute quand même cette idée d'un personnage qui est un petit peu en retrait et qui observe. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans le film, c'est un film qui est... moi, quand je l'ai vu la première fois, je pense que c'est là où j'ai été marqué par une sorte d'épure. Et après, en le revoyant, je me dis, mais c'est un film quand même très structuré. En termes d'espace, bon, on a d'un côté ceux qui parlent, d'un autre côté Arum, mais il joue aussi sur quand même le café est lui-même divisé entre l'extérieur et l'intérieur, puisqu'on va régulièrement voir des personnages qui se trouvent dehors, qui sortent fumer. Donc ça va permettre d'introduire de la division dans ce qui a l'air d'un espace unique. Voilà, on parle d'un lieu unique, mais cet espace unique est divisé en 3 parties, quoi. Il y a la table, il y a Arum, il y a ceux qui parlent autour d'elle, et puis il y a l'extérieur et l'intérieur. Et ça permet à Hong Sang-soo d'induire tout un jeu de combinaison, de circulation au sein de cet espace. Et dès le début, voilà, ça commence pas directement sur des personnages autour d'une table, mais il y a la jeune étudiante qui arrive dans la ruelle, il y a un panoramique qui accompagne, et puis on voit l'écrivain qui est là dehors en train de fumer. Et l'étudiante rentre, elle sort du champ, on reste un peu avec l'écrivain qui va se pencher devant des pots des plantes, grâce, on va en reparler aussi. Et après, on coupe et on passe à l'intérieur. Donc, s'il n'y a pas de panoramique, coupe, on ferait un raccord mouvement et puis on va avec l'étudiante, mais il y a une espèce de petite scission comme ça dans l'espace qui se joue et un premier croisement, quoi. Le film est une histoire comme ça aussi. Pour ça, c'est vrai que le synopsis... pour moi, le film, c'est avant tout une espèce de combinaison comme ça, de personnages et d'histoires qui va se déployer un peu structurellement, quoi. On va avoir un personnage isolé, puis des couples, et puis après, on va dans la deuxième partie du film. Donc, quand Arum sort, c'est vraiment la brisure, un peu quand même dans la structure qui pourrait être un peu trop symétrique, un peu trop propre, quoi. On va tout à coup sortir. Introduire leur relation avec le frère et aussi un duo d'un prof et d'une étudiante qu'eux, on ne retrouvera pas par la suite. Et après, dans la troisième partie, on aura un quad. Il y avait 6 personnages, c'était 3 duos. On va avoir un quatuor réuni, deux couples qui étaient isolés, on va les réunir. Et après, on retrouve quand même le couple d'étudiants à 2. Et voilà, c'est vraiment un truc. Alors, on a beaucoup rapproché, on s'en fout de Romer. Qui est moi une comparaison avec laquelle je prends des pincettes parfois. Pareil. mais dans Grâce, il y a un truc avec Romer, c'est plutôt c'est moins la question des sentiments, de la morale, etc., que la combinatoire, quoi. Comment un récit va permettre on va vraiment structurer les choses en s'amusant, en combinant les personnages les uns avec les autres. Et en faisant des répétitions, ce genre de choses-là, d'accord. Mais Grâce, c'est vraiment, en fait, il y a quelque chose de très marqué, quoi, dans cette espèce de jeu de fausse symétrie, parce qu'on pourrait dire, il y a une première partie, puis une partie un peu asymétrique au milieu, et après, on revoit les mêmes personnages. Mais voilà, on s'en fout, s'amuse à perturber l'ordre. Et dans la deuxième partie, qui brise, il y a ce plan alors, je crois que c'est l'écrivaine qui attend un rendez-vous. Donc, il y a cette deuxième partie elle-même, en fait, divisée, parce qu'il y a une première partie entre Arum et son frère et la petite amie de son frère dans le restaurant. Puis, on a l'incursion comme ça de cette écrivaine qui attend un rendez-vous, qui ne vient pas et qui marche dans les escaliers, ce qui est pour moi le plan manifeste du film. Et ensuite, on revient à Arum et son frère. Et donc, voilà, déjà, cette deuxième partie, elle est aussi un peu complexe. Il y a ce plan le plus gratuit
qui est le plus apparemment gratuit du film et de voilà, peut-être de toute la filmographie d'Aung San Suu, où il y a un personnage qui attend et qui, pour le coup, se livre à un déplacement physique dans l'espace qui ne mène absolument à rien, mais qui produit quelque chose d'assez beau, quoi. Et c'est voilà, le plan, pour moi, le clé, qui est au milieu du film, qui est le plan clé, quoi. La première fois que je découvre ce film, j'ai eu une étrange sensation. J'avais envie de savoir à la fin du film où est-ce que, en sortant du café, où iraient tous ces personnages? Je pense que c'est peut-être la première fois que j'ai cette sensation-là de hors-champ dans un film de Hong Sang-soo. Et cette idée, elle est là, elle était très forte. Et en revoyant le film pour préparer cette émission, l'idée est tenace, mais en fait, j'avais vu, je n'avais pas vu, ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'était que c'était surtout lié à la fin du film, c'est-à-dire, je crois, il y a 3 ou 4 plans, je ne sais plus, où l'on voit, c'est des plans photographiques déjà, où l'on voit le café vide, en fait, vide de personnages. Et à mon avis, il y avait en tout cas, il y a une construction assez forte dans la caractérisation des personnages qui me donne l'envie d'en savoir un peu plus sur eux, mais à l'extérieur du film. Ouais, alors effectivement, alors il y a ces plans à la fin des images fixes, un peu avec un léger zoom. Oui, c'est vrai. Où les personnages, du coup, bah ouais, se sont évaporés. Là, on n'a plus que l'espace des personnages. Alors, je pense que cette pulsion de complétude, de compléter un peu l'histoire, justement, Aung San Suu va un peu contre. Bah, il a quand même fait un film qui s'appelle Introduction, où justement, où c'est presque un principe poétique, quoi, d'introduire des commencements d'histoire et puis voilà, à chaque fois couper et qu'on ne sache pas trop la suite du scénario, quoi. Et j'ai l'impression que ce qui l'intéresse, alors si je voulais, moi je vais plutôt être du côté vitaliste que d'un autre côté, mais on pourrait dire, si on reprend le commentaire d'Arum, par exemple, quand les deux étudiants parlent, elle leur dit quand même, vous êtes concentrés sur votre propre histoire, quoi, et vous oubliez la mort, quoi. Il y a une phrase comme ça très... Et c'est pareil, là, en termes de Aung San Suu, un cinéaste qui serait purement de l'ordre de la psychologie, voilà, des relations sentimentales, là, ce thème de la mort est quand même... nous fait un peu décoller vers une dimension métaphysique, quelque chose de très profond. Mais on pourrait dire à la fin, c'est ces plans où les personnages ne sont plus là. Où est-ce qu'ils vont? Je pourrais vous dire, en vous déprimant totalement, ils vont vers la mort, quoi. On les a suivis le temps d'1h10. Je crois que le film dure même un peu moins. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on a retiré, je pense, en termes d'émotions, en termes de sensations pendant ces 1h10. Et c'est ça qui compte. Et c'est ce que dit un peu Arum. Les émotions, voilà, c'est antox, c'est vital, on est des petites choses insignifiantes, mais en même temps, c'est ce qui est fort, c'est ce qu'on vit, quoi. C'est les émotions. Et le personnage d'Arum, il y a des textes en voix off qui sont pour moi vraiment pour le coup, un peu Aung San Suu qui ventriloque le personnage et qui, je pense, nous fait part un peu d'une sorte quand même de philosophie qu'il a sur la primauté donnée à l'instant, à l'intensité des émotions, aux sensations, ce qu'on a sur le moment. Et on peut apprécier on peut ressentir ce qui se joue entre les personnages, apprécier le film, justement. Je pense c'est tout l'enjeu de ces constructions narratives, c'est qu'on se détache de la continuité, de l'avant, de l'après, pour vraiment se concentrer sur le présent. Et c'est vraiment ce que dit un peu dans sa voix off Arum. Donc le film, il y a quand même une espèce de chose assez manifeste. Et peut-être, si vous me permettez, de revenir à ce plan-là de l'escalier, parce que c'est quelque chose qui m'avait un peu surpris et questionné quand je l'avais vu. Je n'arrivais pas trop à comprendre. Et depuis, je pense que ça... Voilà, j'ai essayé d'élaborer 2-3 trucs. Et donc, il y a au milieu du film cette écrivaine qu'on voit en train d'attendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous ne vient pas. Donc voilà, typiquement, là, on est dans une posture où un personnage incarne cette position de tension vers l'avenir, quoi. Quelque chose doit venir à moi. Et le présent est tourné comme ça vers l'avenir. Alors, on la suit, elle descend un escalier, elle va s'asseoir quelques petites secondes sur un banc à l'extérieur, puis elle rentre. Donc voilà, c'est la question. On fait un peu les 100 pas, on est un peu nerveux, on attend. Elle revient et elle monte l'escalier. Elle fait demi-tour, elle descend l'escalier. Donc on se dit, voilà, hésitation, trouble intérieur d'un personnage qui ne sait pas trop incertitude, qui ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Et donc elle monte, elle descend, et là elle se met à faire des allers-retours dans l'escalier en allant un petit peu de plus en plus vite.
Et on se rend compte qu'au fur et à mesure de ce mouvement, un sourire, une esquisse de sourire quoi, lui vient sur le visage. Et là, c'est vraiment un plan où, tout d'un coup, au lieu d'être tendu vers l'avenir, le personnage se met à faire une espèce de... Elle occupe l'espace et le temps quoi, par une espèce de mouvement un peu gratuit. Et ce mouvement, ce qu'on voit, c'est qu'il la change. Il procure une émotion gratuite qui vient de nulle part. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient d'elle-même, quoi, quelque part. Elle se modifie elle-même, son affect, son sentiment en faisant ce mouvement. Elle éprouve un plaisir en étant dans le présent, quoi. Et c'est quelque chose... Il y a une transformation qui se joue à l'intérieur de cette petite temps. Et ce plan-là, il m'avait fait comprendre... Bon, je pense que c'est assez évident, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, mais qu'il y a des... Je crois qu'il y a même le chef opérateur de Aung San Suu dans les variations Aung San Suu 2 qui dit il y aurait un lien. Aung San Suu n'en est pas... Voilà, il n'en est pas conscient, je ne sais même pas s'il l'a lu, mais il y aurait un lien à faire entre Deleuze et Aung San Suu sur la question autour de la question du temps, quoi, l'existence, quoi, comment on a des positions vis-à-vis du temps sont des positions existentielles. Et ce plan-là m'a fait comprendre une phrase de Deleuze que je n'avais pas, parfois un peu obscure, mais Deleuze a cette phrase de la définition du temps comme affection de soi par soi. C'est très bizarre. Comme affection de soi par soi, c'est exactement ça, en fait. Le personnage qui fait dans l'escalier, bon, bah, elle est en rapport, elle a oublié son rendez-vous, la personne, l'élément extérieur qui pourrait influencer son humeur, elle fait juste ce déplacement dans l'espace, mais bien sûr dans le temps. Et voilà, chaque marche, une seconde si on veut, et ben, en passant d'une marche à l'autre, d'une seconde à l'autre, peu à peu, elle va s'affecter elle-même. Et c'est le passage du temps et le passage d'une émotion à une autre. Et ça, c'est la musique aussi. Et à ce moment-là, la musique de Wagner, de Lohengrin, qu'on entend dans le café, et qui est un peu justifiée narrativement, même si c'est un jeu. On parle du patron du café qui aime la musique, on ne le voit jamais. Donc, le hors-champ est aussi important chez Aung San Suu. Et à ce moment-là, la musique de Lohengrin de Wagner intervient. Et là, c'est purement Aung San Suu, le geste du cinéaste qui fait intervenir cette musique. On n'est plus dans le même café, donc il n'y a aucune raison que cette musique intervienne. Or, il fait intervenir la musique parce que je pense que ce qui l'intéresse, c'est cette espèce encore une fois, de coalescence là, entre ce qui se joue dans l'écoulement d'une musique, et ce que ça produit, c'est l'écoulement d'une émotion également, et puis ce qui se joue à travers le mouvement gratuit de ce personnage, mais en fait, il n'a pas de raison, mais il a bien un effet de tonalité émotionnelle au sein du plan pour le personnage et pour le spectateur qui, du coup, lui aussi, voit son émotion varier en y assistant, quoi. Grâce, donc, le 22e film de Aung San Suu. Juste une dernière question. C'est la même que j'ai posée au début de cette émission, et vous m'avez suggéré qu'on la repose à la fin. Pourquoi ce film? Ouais, non, mais je pense que c'est justement... Maintenant, je comprends. Hein. Je crois que j'ai compris en 37 minutes pourquoi ce film, mais jouons le jeu. C'est ça, je pense que pour moi, ce film-là, il permet peut-être de manière assez évidente de recadrer peut-être déjà le regard par rapport à Aung San Suu. Justement, on n'a pas une histoire d'un personnage et de ses relations sentimentales. À Rome, voilà, en plus, le personnage central est le plus détaché des relations sentimentales avec les autres. Ce qui n'empêche pas qu'au sein de chaque échange va se déployer ce qui fait peut-être la chose fondamentale chez Aung San Suu. Alors je saute, mais il y a un film qu'il a fait après Grâce, et où je pense qu'il y a aussi une espèce de quintessence d'Aung San Suu qui moi, je vais faire un lien entre les deux films. C'est le film, La romancière, le film et le heureux hasard. Oui. Le titre français, je confonds toujours. Mais où il y a une scène où les personnages sont... Là, il y a 4 personnages, je pense, sont autour d'une table, ou 3, je ne sais plus. Sont autour d'une table, et il y a un jeune personnage qui apprend le langage des signes. Oui, ils sont 3. Ils sont 3. Et voilà, donc il y a une écrivaine qui est assez curieuse de ce langage et qui va demander à la jeune fille de lui traduire une phrase en langage des signes. Et on va aussi commencer comme ça sur une discussion qui est assez calme, et au fur et à mesure, en répétant simplement les gestes, donc quelque chose de physique là aussi, on va voir que ça devient un moment très joyeux de juste faire des espèces de... Tous ensemble, on va essayer
voilà, faire le même geste. Et c'est un peu au-delà de la signification, quoi, du sens. Alors, c'est une phrase sur la promenade, comme ça, au soleil, je ne sais plus quoi. Au-delà du sens, en fait, c'est le fait même d'accomplir des gestes qui va modifier justement les sentiments, l'émotion. Et voilà, je pense que c'est un peu pour le regard, comment moi je règle mon regard devant Aung San Suu, c'est un petit peu ça, quoi. Il faut être dans une espèce de dimension, j'allais dire, c'est superficiel, mais c'est positif dans ma bouche. Que c'est pas une question de sens, justement, de creuser derrière l'image, voilà, qu'est-ce que serait le sens symbolique de tel ou tel élément, qu'est-ce que les personnages veulent me dire, mais c'est de réussir à se positionner comme ça, à recevoir quelque chose qui vient, qui vient au fur vraiment parce qu'il se dégage des dialogues, mais des dialogues qui ne sont pas là juste pour nous dire, pour tenir un discours, mais justement pour aussi suivre une espèce de cheminement affectif des personnages. Et d'Angraz, ben voilà, d'être sensible à ces blocs qui sont composés des échanges des personnages, des émotions des acteurs et de la musique, quoi. C'est une espèce d'assemblage qui fait que le personnage, le spectateur est avant tout face à un bloc de temps et d'espace où il y a des espèces de trames d'émotions et d'affects qui se ressentent. Mais le film, on n'a pas parlé d'une chose qui est quand même singulière. Le film commence sur des... alors, je ne sais pas exactement comment, mais il y a ce premier trajet où il y a un personnage, donc l'écrivain, qui s'agenouille s'accroupit devant un pot de plantes, de fleurs, enfin des plantes qui sont un peu... qui sont petites, quoi, qui sont toutes jeunes. Dans la deuxième moitié du film, on revient, donc il y a aussi une avancée quand même temporelle, c'est la nuit, il fait un peu plus, enfin on est dans le crépuscule, quoi. On revient, il y a un vieil acteur qui va s'agenouiller aussi devant les plantes, et là, si on est bien attentif, il y a vraiment une sorte d'anomalie. Au début, les plantes sont toutes petites, dans la deuxième partie du film, elles ont beaucoup poussé. Et c'est quelque chose voilà, qui est... Alors le film, j'avais vu qu'il aurait été tourné, mais là c'est étonnant, même s'il tourne très vite, qu'il aurait été tourné en 3 jours. Ce plan-là suppose que s'il était tourné en 3 jours, c'est pas 3 jours continus, ou alors il y a une espèce de petit trucage ou de déplacement, voilà, de peau. Voilà, c'est très compliqué. Et à la fin, il y a le générique et on revient sur les pots de plantes du début avec juste un plan, quoi, de ces pots de plantes et une petite brise, et les plantes sont à nouveau petites, quoi. Et sur la question du temps chez Aung San Suu, voilà, le film a l'air très simple et en même temps, là aussi, il nous fait une espèce de saut où il y a une discontinuité, il y a quelque chose qui a l'air de se tramer dans une même journée. Et ben quelque chose dans cette journée et montre qu'il peut y avoir des espèces de mouvements, de déplacements, de sauts un peu curieux, même en termes là, de croissance physique, quoi, d'un élément comme les plantes. Et voilà, moi je lis cette espèce d'excroissance des plantes soudaine, quoi, à ce qui se joue justement à l'intérieur des personnages aussi, où en réalité il y a une espèce de discontinuité justement affective et on ne peut pas prévoir exactement ce qui constitue les individus, ce qui va se passer. Et Arum, par exemple, qui est un personnage qui est quand même assez concentré sur ses convictions, et son frère le dit, elle a du mal à se lier aux gens, elle a l'air un petit peu... quand elle engueule son frère et sa petite copine parce qu'elle leur dit, voilà, vous vous mariez, mais voilà, il faut vraiment connaître à fond les gens pour se marier. Enfin, j'ai l'impression que son frère, il est du côté du lien, justement, du mariage, qui est quelque chose de particulier chez Aung San Suu. Longtemps, il n'y a pas eu de personnage marié chez Aung San Suu. Dernièrement, ça a un petit peu changé. Et donc, son frère est sur le point de se marier. Et il y a un élément encore dans la répétition du film. Quand ils sortent quand son frère rejoint Arum au café, ils sortent et ils voient un couple se photographier qui sont en tenue traditionnelle. Et voilà, et elle dit, bon, ils ont loué une tenue traditionnelle, quoi, sans doute pour leur mariage, etc. Alors, je ne sais plus si elle dit, je ne suis pas sûr qu'elle dise pour le mariage. Bon, un couple qui a loué une tenue traditionnelle. Et à la fin du film, quand on ressort donc vraiment à la toute fin, quand l'écrivain se trouve dehors et en train de fumer, il regarde vers le côté, il y a un petit panoramique et on voit un couple en train de se photographier avec des tenues traditionnelles, et ce couple, c'est le frère d'Arum et sa petite amie. Et là, il y a une espèce moi j'y vois une espèce de répétition, mais reproduction, enfin il a vu une espèce de modèle, quoi, de couple, on fait une espèce de truc un peu cliché, quoi, pour sceller notre amour, voilà, on fait une photo, on s'inscrit dans une tradition, voilà, c'est des costumes traditionnels, on reproduit quelque chose. Et Arum, pour moi, il y a un personnage qui est
qui est un peu trop consciente de la mort, de la discontinuité des choses. C'est ce qu'elle dit en écoutant les autres, du fait que les émotions sont... Elle se questionne, est-ce que les liens entre les gens sont réels ou sont faux? Les émotions sont en toc, mais vitales. C'est un personnage très conscient, et ça aussi, chez Aung San Suu, c'est important. Il y a des personnages comme ça, Ewan dans Ewan et les hommes, Sunny, il y a des personnages qui ont quand même des phrases... ou Arum dans Le jour d'après, quoi, qui va parler de il faut croire en quelque chose. Ils vont avoir des montées philosophiques, quoi, tout d'un coup, et Arum fait partie de ces personnages-là. Et donc, elle est plutôt pour moi dans une espèce d'opposition à cette espèce de lien un peu automatique, quoi, des êtres qui pourraient aller du côté de la convention aussi. On s'en souvient, un cinéaste qui déteste les clichés, les conventions, que ce soit dans la forme de ses films ou dans les relations qui trament. Et pourtant, à la fin, ce personnage-là va aussi connaître cette évolution, elle va bouger, elle ne va pas être figée, puisque, alors qu'elle refuse toujours de se lier aux autres, on va voir, on est avec l'écrivain dehors, justement, il regarde le couple du frère en train de se photographier, puis on revient vers lui, et là, on voit à l'arrière-plan, à travers la vitre, Arum qui finalement va rejoindre la table des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle rejoint la table des autres, mais jamais dans le film d'Aung San Suu, on aura un plan avec tous les personnages ensemble, ou un plan juste ne serait-ce qu'avec les 5 personnages ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un quatuor qui a été formé, et elle est invitée, quand l'écrivain l'invite à venir et on pourrait les avoir tous ensemble dans le plan, elle ne vient pas, mais c'est que quand l'écrivain lui-même est dehors, et donc ne fait pas exactement partie du même espace, qu'il va se créer un rapprochement. Donc je pense que là, ça dit quelque chose aussi de cette espèce de jeu de combinaison, et que chez Aung San Suu, il n'y a jamais d'unité, de totalité qui va être réunie, mais sans cesse des espèces de relations, quoi, qui vont se nouer à travers une coupure, à travers une distance, et que c'est quelque chose à la fois qui est un principe poétique, quoi, de lien des séquences, de travail formel, et en même temps une espèce de quelque chose qui infuse les relations entre les personnages, quoi. Je le reverrai une 3e fois avec plaisir. Ça fait partie de les raisons de toutes ces émissions, c'est aussi pour cela. Mais oui, il y a une idée comme ça par rapport au personnage de Kim In, de combattre l'idée de silhouette, et j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, je suis d'accord avec vous. Et je pense à il y a une autre chanson dans le film quand même. Il y a les musiques, mais il y a aussi et à un moment donné, elle s'énerve contre son frère parce qu'elle, oui. lui, il tient la main de sa petite copine et il la néglige un peu. Enfin, elle a payé le restaurant et puis voilà, elle traîne derrière lui. Devant, ouais. Justement, eux, ils sont unis et puis elle est laissée derrière, quoi. Elle lui dit, elle l'appelle, tu la suis comme ton chien et moi, tu me prends pour qui, quoi. Donc, elle est vraiment, elle est très, très sensible à ce qui est en train de se jouer. Et voilà, ils se séparent, et après, on la voit passer dans une ruelle, et elle entend une musique un petit peu, voilà, pop, douce, autour d'un couple d'amoureux qui se tient dans la main, qui se tient main par la main. Donc voilà, ça fait un peu penser à ce qu'on vient de voir du frère et de sa petite amie. Et là, dans la ruelle, elle fait à partir de là un demi-tour, et après, on la retrouve dans le café. Donc c'est comme si cette musique-là, une musique un peu romantique, quoi, d'unité, quelque part, toute son attitude avant montre qu'elle a une telle conscience du caractère potentiellement un peu. Est-ce qu'il faut y croire, quoi, exactement, à ces relations humaines? Est-ce qu'elles ne sont pas basées sur des erreurs, sur quelque chose d'un peu faux, d'un peu factice, quoi? Et en même temps, je pense que le personnage, ce demi-tour-là, en tout cas, il y a une espèce d'effet, quoi, de cette musique, et le personnage n'est pas d'un bloc, quoi. Je pense qu'elle est consciente que les relations sont précaires, voilà, on va tous mourir, ce qu'elle dit, et en même temps, il y a quelque chose qui travaille les êtres humains, quoi, qui tentent, on est touché par les autres, et on tend quand même à essayer de nouer un lien, et ce demi-tour, et le fait qu'on la retrouve dans le café, enfin voilà, je pense que c'est toutes ces petites touches, quoi, qu'on suppose, et montre qu'en réalité, il y a une espèce, c'est un film pour moi dans lequel il y a même dans les brisures, dans les déviations, il y a une cohérence interne assez forte, quoi, dans le film. Tout se tient assez bien, quoi. Mais c'est voilà, cohérence interne, parce que le spectateur chez Aung San Suu est toujours amené à tisser des liens, quoi, entre les séquences, les fragments, et de voir comment ça communique, quoi. Voilà, excusez-moi. Non, mais avec plaisir. Grâce, c'est donc son 22e film. Je ne sais pas s'il est disponible en DVD, ou alors peut-être avec un. Je pense que si, ouais.
en duo, j'avais pas vu ça, peut-être avec un autre film. Bon, en tout cas, je crois que tous les films d'Ansong-Su sont disponibles, que ce soit en DVD ou sur des plateformes en VOD. En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à balancer comme ça, quelques commentaires sur la vidéo pour prolonger le dialogue. Merci beaucoup, Romain Lefebvre, d'avoir pris, qu'on ait pris de votre temps pour pouvoir parler de ce film. C'était en tout cas un plaisir. Merci beaucoup. Merci Samir. Générique. Au revoir. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony